Bonjour à vous les petits loups, aujourd'hui on se retrouve pour la correction de l'extrait 2 de La Morte, après un petit temps sans rien poster puisque j'ai eu des petits soucis techniques. Voilà, alors du coup je vous résume, le premier extrait on avait un narrateur à travers les yeux duquel on vivait l'histoire qui nous expliquait qu'il avait été amoureux, qu'il avait perdu la femme qu'il aimait, donc il était en état de choc et après l'enterrement, il décide donc de partir pour un voyage pour une durée inconnue et pour une destination elle-même inconnue. Voilà, et donc là, le deuxième extrait vient ici, intervient lorsqu'il revient à Paris, et donc on apprend que la scène se déroule à Paris. Voilà, donc lecture de l'extrait, et ensuite questions et commentaires si jamais j'ai besoin de commenter certains points précis. Hier, je suis rentrée à Paris. Quand je revis ma chambre, notre lit, nos meubles, toute cette maison où était resté tout ce qui reste de la vie d'un être après sa mort, je fus saisie par un retour de chagrin si violent que je faillis ouvrir la fenêtre et me jeter dans la rue. Ne pouvant plus demeurer au milieu de ces choses, de ces murs qui l'avaient enfermé, abrité, et qui devaient garder dans leurs imperceptibles fissures 1000 atomes d'ailes de sa chair, de son souffle, je pris mon chapeau afin de me sauver. Tout à coup, au moment d'atteindre la porte, je passai devant la grande glace du vestibule qu'elle avait faite poser là, pour se voir, des pieds à la tête, chaque jour en sortant, pour voir si toute sa toilette allait bien, était correcte et jolie, des bottines à la coiffure. Et je m'arrêtai net, en face de ce miroir qu'il avait si souvent reflété. Si souvent, qu'il avait dû garder aussi son image. J'étais là, debout, frémissant, les yeux fixés sur le verre plat, profond, vide, mais qu'il avait contenu tout entière, possédait autant que moi, autant que mon regard passionné. Il me sembla que j'aimais cette glace. Je la touchai. Elle était vide. Oh, le souvenir, le souvenir. Miroir douloureux, miroir brûlant, miroir vivant, miroir horrible, qui fait souffrir toutes les tortures. Heureux les hommes dont le cœur, comme une glace où glissent et s'effacent les reflets, oublie tout ce qu'il a contenu, tout ce qui a passé devant lui, tout ce qui s'est contemplé, miré dans son affection, dans son amour. Comme je souffre. Je sortis, et malgré moi, sans savoir, sans le vouloir, j'allai vers le cimetière. Je trouvai sa tombe, toute simple, une croix de marbre, avec ces quelques mots. Elle aima, fut aimée, et mourut. Elle était là, là-dessous, pourrie. Quelle horreur! Je sanglotai, le front sur le sol. J'y restai longtemps, longtemps. Puis, je m'aperçus que le soir venait. Alors, un désir bizarre, fou, un désir d'amour désespéré, s'empara de moi. Je voulus passer la nuit près d'elle, dernière nuit, à pleurer sur sa tombe. Mais on me verrait, on me chasserait. Comment faire? Je fus rusée. Je me levai et me mis à errer dans cette ville des disparus. J'allais. Comme elle est petite, cette ville à côté de l'autre, celle où l'on vit. Et pourtant, comme ils sont plus nombreux que les vivants, ces morts, il nous faut de hautes maisons, des rues, tant de places pour les 4 générations qui regardent le jour en même temps, boivent l'eau des sources, le vin des vignes et mangent le pain des plaines. Et pour toutes les générations des morts, pour toute l'échelle de l'humanité descendue jusqu'à nous, presque rien. Un champ, presque rien. La terre les reprend, l'oubli les efface. Adieu. Au bout du cimetière habité, j'aperçus tout à coup le cimetière abandonné, celui où les vieux défunts achèvent de se mêler au sol, où les croix elles-mêmes pourrissent, où l'on mettra demain les derniers venus. Il était plein de roses libres, de cyprès vigoureux et noirs, un jardin triste et superbe, nourri de chair humaine. J'étais seule, bien seule. Je me blottis dans un arbre vert. Je m'y cachai tout entier entre ses branches grasses et sombres. Et j'attendis, cramponné au tronc comme un naufragé sur une épave. Voilà, donc là vous avez le deuxième extrait donc, qui s'arrête avant que les choses sérieuses ne commencent et où l'on va planter un petit peu le décor. Alors première question que l'on avait, c'était que ressent le narrateur en rentrant chez lui et pourquoi? Bien sûr, lorsque le narrateur rentre chez lui, il va pas être joyeux, il va pas être folichon. D'accord, il rentre chez lui et tout ce qui est dans comment dire, dans cette maison lui rappelle l'être qu'il aimait et qu'il a perdu. Donc tout dans cette maison lui rappelle la perte de l'être cher. Forcément, il se prend une vague de chagrin dans la tête et cette vague de chagrin va même pendant un instant se teinter de désespoir. Un désespoir tel qu'il envisage à un moment de se défenestrer, de se jeter par la fenêtre, voilà, dans la rue. Tellement il a mal, tellement c'est douloureux. Voilà. Donc on peut dire qu'il souffre et que cette souffrance est liée du coup au fait de retrouver tous les souvenirs et de se voir rappeler l'absence en fait de l'être aimé.
Voilà. Alors, face au miroir, il va se passer des choses un peu bizarres. Donc, que ressent-il face au miroir et pourquoi ressent-il cela? Eh bien, en fait, lorsqu'il se trouve face au miroir, déjà, il est, comment dire, il ne peut pas détacher son regard du miroir. Il a les yeux fixés dessus et il y a une idée folle qui lui vient. Elle s'est reflétée tellement de fois dedans, elle est passée tellement de fois devant ce miroir que, sans doute, il a dû garder son image. Et donc, du coup, peut-être qu'elle vit encore à travers ce miroir. Je vous ai dit, c'est un petit peu fou, un petit peu étrange. Et donc, du coup, à ce moment-là, il est tellement perdu dans sa tristesse, dans son désespoir, qu'il lui semble, il a l'impression qu'il éprouve de l'amour pour le miroir. Et du coup, il va essayer de toucher ce miroir, comme pour essayer de toucher la femme aimée, sauf qu'il se rend compte que ça n'est qu'un objet, un miroir, que ça n'est pas vivant, qu'il ne retrouvera pas la femme qu'il aime, et donc là, bim, il ressent de la souffrance. Et pas une souffrance, il le qualifie de miroir douloureux, donc ça lui fait mal, de miroir horrible, ça génère de l'horreur, et cette horreur, en fait, elle fait souffrir toutes les tortures. Il est torturé. Donc vraiment, c'est pas juste, voilà, je me suis pincé un peu trop fort et j'ai un petit bobo. Non, non, il a vraiment mal, une douleur qui est profonde. Voilà. Alors après, je vous demandais quelle était la figure de style qui était liée au miroir. Et si vous regardez, en fait, dans une simple phrase, donc celle-là, miroir douloureux, miroir brûlant, miroir vivant, miroir horrible qui fait souffrir toutes les tortures, vous avez deux figures de style. Alors la première, elle est assez évidente, enfin, si vous avez bossé vos figures de style, bien sûr, il s'agit d'une personnification, puisque il parle du miroir comme si cet objet avait des propriétés humaines. D'accord. C'est un miroir qui est vivant. À part dans les contes de fées, moi j'ai jamais croisé de miroir vivant. Hein, voilà. Et c'est un miroir qui fait souffrir, d'accord, qui est douloureux, donc qui va lui faire mal. Donc cette action-là, en fait, il va donner des traits animés à normalement un objet qui ne l'est pas. Donc personnification, ça c'est la première chose. Et on peut se dire que voilà, il y a un petit souci, j'en profite d'ailleurs pour répondre un peu à la question d'après. On se dit qu'il y a quelque chose dans sa tête qui ne tourne peut-être pas forcément très rond. Bon, voilà, après ça on verra. Et la deuxième figure de style que vous pouviez avoir, c'était une anaphore. Je vous rappelle que c'est la répétition en début de phrase, de proposition ou de vers d'un mot ou groupe de mots. Et il faut qu'il y ait 3 répétitions pour qu'il y ait une anaphore. Ici, vous avez le mot miroir qui est répété à chaque début de proposition et il est répété 4 fois. Ça veut dire que le miroir l'obsède, d'accord. Et on retombe sur notre idée précédente, c'est-à-dire que dans les deux cas, qu'on s'intéresse à l'anaphore ou à la personnification, on a l'impression que notre narrateur perd peu à peu la tête. Voilà. Donc ça indique qu'il est en train de sombrer et peut-être de devenir fou, ou alors qu'il est déjà complètement fou. Alors la phrase heureux les hommes dont le cœur comme une glace où glisse et s'efface les reflets, oublie tout ce qu'il a contenu, tout ce qui a passé devant lui, tout ce qui s'est contemplé, miré dans son affection, dans son amour, celle-là en fait elle se rapproche d'un proverbe que vous avez peut-être déjà entendu. Le fameux proverbe loin des yeux, loin du cœur. Lorsque vous aimez une personne, on dit que parfois lorsque cette personne est loin, qu'elle n'est plus dans votre entourage, eh bien vous l'oubliez un petit peu, vous oubliez un petit peu vos sentiments pour elle. Et bien là c'est le même principe, c'est-à-dire que les hommes dont le cœur est comme un miroir, c'est-à-dire que si la personne n'est pas en face d'eux, elle ne se reflète pas et donc elle n'est pas dans leur cœur. Voilà, et donc ces hommes-là, pour le narrateur, sont heureux, sont chanceux. Parce que forcément, si la personne est loin, si la personne est morte, eh bien, elle ne se reflète plus dans leur cœur et donc du coup, ils ne souffrent pas. Puisque globalement, ils s'en moquent. Voilà. Et donc lui souffre. Ça insiste vraiment sur sa souffrance. Il se dit ah les autres hommes sont heureux, etc. Pendant que moi je souffre beaucoup. Voilà. Alors, après, je vous demandais de comparer les deux descriptions de la femme aimée, donc que vous avez en rose. Donc, la première description, ça vous parle d'une femme qui est jolie, coquette, qui aime bien prendre soin d'elle, tandis que la deuxième insiste sur son état de décomposition, puisque lorsque vous décédez, normalement, vous commencez à vous décomposer. Et donc, le fossé entre cette description de femme coquette et l'imagination d'une femme pourrie, en fait, ça vient renforcer l'horreur de la situation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'exclamation « quelle horreur » juste derrière. Voilà. Alors après, pourquoi le narrateur se rend-il au cimetière? Est-ce que l'on sait pourquoi il se rend au cimetière? Eh bien non, et lui-même, avec du recul, ne sait pas. Il vous dit malgré moi, c'est-à-dire qu'il n'a pas décidé d'y aller. Sans savoir, il ne sait pas ce qui le pousse, sans le vouloir, il n'a aucune volonté. C'est comme si une force surnaturelle, une force extérieure, le poussait à se diriger vers le cimetière.
Voilà. Alors après, si on s'intéresse à l'inscription qui se trouve sur la tombe de la jeune femme, Elema fut aimée et mourut. Bon, déjà, c'est quand même pas mal court comme inscription. Et puis, en fait, ça résume la vie de la jeune femme à une seule chose, son histoire d'amour avec le narrateur. Comme s'il y avait eu que ça d'important, comme s'il y avait eu que ça qui comptait. Voilà. Pardon, ça, c'est des chats qui se battent. Donc comme s'il n'y avait eu que ça qui comptait. Ensuite, le soir tombe et là, le narrateur va avoir une idée absolument merveilleuse. Et quand je vous dis merveilleuse, c'est une idée de génie pur. Il décide de passer la nuit dans le cimetière. Il veut passer sa dernière nuit auprès d'elle, alors qu'elle est morte. On est bien d'accord, enterrée, tout ça. Mais donc, il veut passer la nuit dans le cimetière. Sa décision, en fait, n'apparaît comme ni sage ni réfléchie. Elle est qualifiée de désir bizarre, de désir fou, donc c'est-à-dire qu'avec le recul, même le narrateur se rend compte que c'était peut-être pas l'idée du siècle, et donc un désir d'amant désespéré, donc c'est-à-dire que ça serait le désespoir qui l'aurait poussé à avoir cette idée. Voilà, pourquoi pas. Donc, il décide de passer la nuit dans le cimetière, sauf que normalement, vous ne pouvez pas passer la nuit dans un cimetière, ça ne se fait pas. Et donc il décide d'aller se cacher dans une partie bien précise du cimetière. Donc pas le cimetière où il y a quelqu'un qui vit pour surveiller, etc. Mais le cimetière abandonné, le cimetière qui est délabré, etc. La partie la plus vieille du cimetière en fait qui est à l'abandon. Et cette partie-là a deux particularités en fait. Bon, premièrement, elle est à l'abandon, donc du coup on imagine qu'on a des débris, des choses pourrissantes, peut-être même un morceau de cadavre par-ci par-là, ou un morceau de squelette plus près, enfin voilà, pour être plus exact. Et en même temps, c'est une partie du cimetière où la vie a repris ses droits, où la nature a repris ses droits. Et donc du coup, on a des roses, on a donc des roses libres qui ne sont pas entretenues, on a des arbres qui ont poussé, on a toute une vie qui s'est nourrie en fait des cadavres. En fait, une vie florissante parce que les nutriments, elle les a puisés dans les corps en décomposition. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, après, voilà, l'extrait se termine là. Hein, il s'est planqué dans la partie abandonnée du cimetière. Pourquoi est-ce que on peut se dire qu'il y a des choses un peu bizarres qui vont survenir dans la suite? Vous avez plusieurs raisons à cela. Premièrement, vous avez un narrateur qui n'a plus toute sa tête. On a vu qu'il commençait à divaguer, à devenir un peu fou, là c'est un désir bizarre, etc. On pense qu'il y a une force un peu surnaturelle qui est à l'œuvre parce qu'il ne sait pas pourquoi il va dans le cimetière. Et puis il y a ce désir qui lui vient un peu de nulle part. Il se trouve dans un cimetière. Voilà, rien que ça déjà, alors non, il se trouve dans un cimetière, donc lieu où vous avez les vivants qui côtoient les morts, etc., les vivants qui rendent visite aux morts, machin, et un cimetière la nuit. Voilà, réfléchissez, généralement dans les films, les bouquins, les trucs comme ça, les trucs un peu bizarres, ça survient souvent la nuit. Alors on se posera la question de savoir pourquoi la nuit, pourquoi est-ce que la nuit c'est anxiogène, angoissant, etc. Mais donc la nuit. Ensuite, vous avez un narrateur qui décide d'enfreindre une règle. Il décide de passer la nuit dans le cimetière alors qu'il sait très bien qu'il ne peut pas. Bon, pourquoi pas. Et à la fin de l'extrait, on a un narrateur qui s'est quand même caché dans la partie la plus glauque, la moins rassurante du cimetière. Et donc ça, normalement, même sans être Sherlock Holmes, vous devinez que ça va sentir un petit peu mauvais pour lui. Mais on verra ça dans le dernier extrait. Alors ensuite, petite question de langue parce que ça me permet d'amener la leçon sur le conditionnel qui va être traité normalement juste après cet extrait. Donc du coup, on me verrait, on me chasserait. On retrouve ici des formes qui sont formées avec un radical de futur, ver et chasser. Et ensuite, vous avez les terminaisons de l'imparfait, donc là, ici, en AIT. Et en fait, là, on a une hypothèse, un fait incertain qui est énoncé par le narrateur et c'est pour ça qu'on utilise le conditionnel. Mais pour plus d'informations sur ce sujet, je vous renvoie à la vidéo sur le conditionnel. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve, je suppose, assez rapidement pour une vidéo, sachant que la vidéo pour l'extrait 3 est déjà en ligne, tout comme celle pour le conditionnel. Je vous ai mis tout ça dans votre espace classe, et voilà, je vous laisse vous débrouiller. Vraiment, 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 s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, sur lesquelles vous avez des difficultés, envoyez-moi vos questions, vos remarques, etc.
En attendant, je vous souhaite de bien vous porter. J'espère que vous allez bien et que vos proches aussi. Et on se retrouve assez rapidement, je suppose. Voilà, bonne journée.